C'était en mars 2010, un fait divers bouleverse le Cambodge. Une Cambodgienne mariée et vivant en Corée a été retrouvée morte dans son appartement à la suite d'un incendie. Cet incendie ne serait pas le fruit du hasard. La femme, une Cambodgienne achetée par son mari coréen, aurait été assassinée pour que l'homme puisse toucher son assurance vie. Un meurtre qui en rappelle d'autres, commis dans des circonstances similaires. Car au Cambodge, près d'une femme sur 3 se marie avec un étranger contre quelques dollars. Un mariage qui se termine le plus souvent par de la maltraitance, la prostitution ou la mort. Aujourd'hui, à Phnom Penh, le gouvernement cambodgien a décidé de réagir. Il met en place une série de lois pour empêcher que des femmes soient mariées contre de l'argent à des étrangers. Désormais, les étrangers voulant épouser une Cambodgienne doivent avoir moins de 50 ans, gagner plus de 2 500 $ par mois et recevoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Ces lois permettent de stopper les vieux étrangers qui viennent choisir de jeunes femmes. Certains couples ressemblent à un couple père-fille. Nous avons constaté que dans la plupart de ces cas, l'union n'est pas un vrai mariage. Ces vieux étrangers viennent car ils ont besoin d'une femme de ménage, d'une compagne jeune. Elles deviennent en fait des esclaves domestiques. Ce qui est intolérable, c'est que ces étrangers peuvent tester pendant 2 ou 3 jours ces filles pour voir si elles leur plaisent. C'est clairement de l'abus sexuel. Premier chaînon de ce trafic de femmes, les agences matrimoniales qui fleurissaient un peu partout dans le pays. Le gouvernement vient de les interdire. Peu importe, désormais les trafiquants sont dans la rue. En voici un qui a accepté de nous rencontrer. Cet homme est un ancien militaire professionnel. Il utilise ses réseaux pour organiser des mariages de manière illégale. Par exemple, tu viens de France et tu veux te marier à une Cambodgienne. Mais tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire. La fille ne sait pas non plus. En fait, moi je suis là juste pour aider. Je te dis quels documents il faut prendre, ce qu'il faut faire, où il faut aller, tous les documents qu'il faut rassembler. Ce n'est pas un problème pour moi. Des intermédiaires comme lui, il en existe une vingtaine dans la capitale. Et pour se servir en femmes, ils vont à 300 km d'ici, précisément dans la province de Kompong Cham. Et ce pour une raison simple, une légende locale dit que dans cette province, les femmes y sont les plus dociles du pays et qu'elles ont la peau douce. Arrivés sur place, un constat s'impose, la région est victime de son succès. Dans les villages que nous traversons, il n'y a plus que des hommes. Ici, quand on traîne toute la journée, on ne voit plus une seule jolie fille, on voit que des femmes âgées comme celle-ci. Toutes les filles d'ici, elles sont parties à l'étranger, à Taïwan ou en Corée. Des villages entiers vidés de leurs femmes, voici la réalité dans cette province la plus peuplée du pays. Et nous n'allons pas tarder à découvrir que les jeunes filles qui vivent encore ici sont cachées dans l'attente d'un mariage avec un étranger. Résultat, un Européen qui se promène dans la région est immédiatement perçu comme un chasseur de femmes. Une famille vient nous accoster. Vous êtes français? Vous cherchez une femme? La femme nous offre à boire et nous demande de patienter sous un abri de paille. Et moins de 5 minutes plus tard... Ah, te voilà. Viens discuter avec eux. Sans préambule, cette femme entre immédiatement dans le vif du sujet. Avant tout, pour le mariage, il faut se mettre d'accord. Ensuite, on pourra commencer les démarches. Les prix peuvent varier. Pour les Coréens, par exemple, c'est plus de 20 000 $. Et il faut compter 1 000 $ pour l'intermédiaire. La femme au scooter est l'intermédiaire. C'est par elle que transitent les familles du village qui vendent leurs filles. Sans plus attendre, on nous propose de rencontrer une famille chez elle. Dans la maison, ce n'est pas une, mais 5 familles qui se succèdent pour vendre leurs filles, et c'est sur photo qu'il faut faire son choix. Alors, elle te plaît? Si tu veux te marier ici et que tu as de l'argent, tout est possible. Cette mère nous propose de poursuivre la vente discrètement, sans passer par l'intermédiaire, ce qui, affirme-t-elle, nous coûtera moins cher. Le rendez-vous est pris 2 jours plus tard dans le bar d'un quartier populaire de la capitale. La fille, la voici de dos, entourée de ses parents. Il nous affirme qu'elle a 22 ans. Elle en paraît à peine 16. En préambule, ils me garantissent que leur fille est vierge avant de commencer la négociation. Pour le mariage, tu peux donner combien à notre famille?
Tu sais, les Coréens, ils payent 20 000 $. Mais les Européens comme toi, ils ont l'habitude de payer 5 000 $. 5 000 $, c'est l'équivalent de 10 ans d'un salaire moyen dans la campagne cambodgienne. Est-ce que tu as peur de venir avec moi dans mon pays? Non. Alors que le gouvernement durcit la loi et ferme les agences matrimoniales, il est toujours aussi simple d'acheter une épouse cambodgienne et de la sortir de son pays. Loin de s'arrêter, ce trafic a pris un nouvel essor depuis que le pays a ouvert son marché aux investisseurs étrangers. Ici, les entrepreneurs sud-coréens sont arrivés en masse et apprécient la compagnie des Cambodgiennes. Un filon qui a fait naître de nouvelles professions. Elles sont parfaitement légales, des écoles pour futures épouses destinées à des Coréens. Maintenant, on aborde le vocabulaire domestique. Faire la cuisine. Qu'est-ce que je peux préparer à manger? Est-ce que vous comprenez toutes? Parce que ce vocabulaire est très important. L'après-midi, c'est travaux pratiques. Au programme, cours de cuisine pour préparer de bons petits plats. Mais attention, seulement de la cuisine coréenne pour plaire au futur mari. En général, dans les menus coréens, on utilise de l'ail. En fait, dans la majorité des recettes, il y a de l'ail. Pour les Coréens, manger de l'ail, c'est bon pour la santé. Ici, toutes les filles sont déjà promises à des Coréens. L'école ouverte par Monsieur Yang il y a 2 ans ne désemplit pas. Vous savez, il y a déjà eu plus de 2000 mariages avec des Coréens. Alors les filles, elles sont contentes. Elles ont toutes une cousine, une sœur, une amie qui s'est mariée à un Coréen. Alors elles viennent directement ici. Et les filles qui sortent d'ici, elles deviennent ensuite de bonnes épouses coréennes? Ça prend du temps. Quelqu'un qui est à l'école ne devient pas pro tout de suite. Il faut l'entraîner avant. Le business du mariage, aussi douteux soit-il, semble avoir de beaux jours devant lui. Aujourd'hui au Cambodge, une nouvelle vague d'investisseurs déferle et ils sont japonais. Alors Monsieur Yang anticipe, dans quelques mois, il va ouvrir une nouvelle école pour femmes à marier, en version japonaise cette fois-ci. C'est la nouvelle émission qui cartonne à la télévision cambodgienne. Des candidats venus des 4 coins du pays espèrent gagner des retrouvailles avec un proche disparu pendant la terreur Khmer Rouge. Bienvenue à tous sur le plateau de Vous ne rêvez pas. La guerre civile est finie, mais la souffrance est toujours dans le cœur des Cambodgiens, surtout de tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur famille. Et quand la musique devient caricaturale sur le plateau, on sait que le moment des retrouvailles approche. Perdu de vue 30 ans après les crimes de Pol Pot, la télé a décidé de réunir les survivants. Des frères et des sœurs, des parents et des enfants, des oncles et des neveux séparés à la fin des années 70 par une dictature qui en 4 ans a fait au moins 2 millions de morts. Le Cambodge, 15 millions d'habitants, 8% de croissance, rêve d'imiter la Thaïlande ou le Vietnam. Mais d'abord, le petit pays a un problème à régler avec son histoire. Avril 1975, la guérilla maoïste s'empare du pouvoir et lance une révolution. Table rase du passé, le pouvoir vide les villes et envoie des milliers d'habitants travailler dans les champs. Le régime de Pol Pot veut réinventer une société sans tradition. Alors il casse les familles, l'un des piliers de la culture cambodgienne. Les maris, les femmes, les enfants sont séparés et envoyés d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui résistent sont tués. 30 ans après, ce sont les enquêteurs de l'émission qui se plongent dans l'histoire. Les chemises bleues de la télé-réalité parcourent les campagnes pour traquer les disparus. La sœur d'un candidat serait dans ce village. Bonjour, nous cherchons une dame qui s'appelle Son Sam-un. C'est là-bas. Mais avant d'aller frapper, il faut vérifier l'identité de la femme recherchée. Seul le chef du village possède le registre des habitants. Sous le régime de Pol Pot, ils ont détruit tous les documents. Donc aujourd'hui, on ne peut se baser sur rien de précis pour retrouver les gens. Comme ce jour-là, ce sont donc des appels à témoins, puis le porte-à-porte qui mène sur le palier des disparus.
Bonjour, nous sommes une équipe de Bayonne TV. Je voudrais vous parler et connaître votre histoire. C'est le neveu de cette femme qui a contacté l'émission. Il y a 30 ans, elle était citadine et intellectuelle, donc cible privilégiée du régime. Son fils est mort, elle a été séparée de son mari et contrainte de venir s'installer ici. Après tout ce temps, vous pensez qu'ils sont encore vivants? Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Cela fait déjà 30 ans. S'ils avaient survécu, ils auraient peut-être cherché à me retrouver. Mais pourquoi vous pensez qu'ils sont morts? Parce que tous mes proches occupaient des postes parfois importants avant les Khmers rouges. Donc, ils peuvent avoir été tués. Et comment ça se passait pour vous sous Pol Pot? Moi, j'ai choisi de cacher mon passé. Les citadins transférés à la campagne ont donc continué à cacher leurs origines, même après la chute du régime, comme pétrifiés. Dans ce pays toujours traumatisé, un Cambodgien sur 5 a été tué à l'époque. Dans des lieux comme celui-ci, un ancien lycée transformé en centre de torture, le tristement célèbre S21. Rien qu'ici, 20 000 personnes ont été tuées. Avant l'émission de télé, ce bâtiment était l'un des seuls sites de pèlerinage pour se souvenir des crimes khmers. Jusqu'à présent, aucune agence gouvernementale n'a jamais rien fait pour aider les gens qui cherchaient les membres disparus de leur famille. Et puis cette nouvelle émission de télévision s'est emparée du problème. C'est donc devant les caméras que pour la première fois ou presque, s'effectue le travail de mémoire. 600 candidats, 15 seulement ont retrouvé leur famille. S'inscrire à l'émission et accepter de se livrer en spectacle reste le seul moyen de retrouver un proche. Voreak a 46 ans, il est l'un des candidats. Fils d'un fonctionnaire, à 9 ans il est déporté à la campagne avec sa famille, puis un jour, pour le sauver, son père lui prépare un sac à dos et l'installe dans un camion pour fuir à l'autre bout du pays. Il n'a jamais revu ses parents, il a survécu et a fondé sa famille. Nous nous sommes mariés le 2 juillet 1993. Le jour de la cérémonie, je voyais que mon mari n'était pas complètement heureux. Ma famille lui disait « Il faut que tu sois content, c'est un grand jour, il faut avoir le sourire ». Et moi, je lui demandais pourquoi il n'était pas content. Et là, mon mari m'a expliqué qu'il ne pouvait pas sourire parce qu'il n'y avait que ma famille et que de son côté, personne n'était là. Quand je l'ai entendu dire ça, moi, cela m'a bouleversée. Et j'ai compris son histoire. Comme des milliers de Cambodgiens, Voreak a été livré à lui-même pour tenter de retrouver les siens. Pour chercher ma famille, c'était très difficile. Ça coûte de l'argent pour passer des annonces et je n'ai pas d'argent. Parfois, je cherchais. Ça dépendait de mes revenus. Je n'avais aucun espoir, mais depuis que je regarde l'émission, j'ai de l'espoir. Car le programme cherche les familles disparues gratuitement. C'est l'émission de télé qui a financé et organisé les recherches. Voreak, comme tous les candidats, assiste à chaque enregistrement du programme, dans l'attente d'être appelé devant les caméras. Aujourd'hui, il ne le sait pas encore. Il va retrouver sa tante et son oncle. C'est vraiment toi? Vraiment? Je ne me souviens pas. Mais si, moi, je te reconnais. Je suis venu chez toi. Depuis 30 ans, je n'avais plus d'espoir. C'est un rêve, c'est un très beau jour. Une émission soigne les plaies d'un peuple dont les blessures sont largement ignorées par les autorités. Le gouvernement n'a commencé qu'en 2009 à ouvrir le premier procès contre d'anciens responsables khmers. La plupart des bourreaux vivent sereinement, parfois dans les mêmes villages que leurs anciennes victimes. Akaranavut est un ancien gardien de prison dans un centre où 10 000 Cambodgiens sont morts. Ex-ouvriers de la machine de destruction khmer, comme lui ils sont des milliers, jamais jugés, jamais inquiétés. Je ne veux plus en entendre parler. Ça me rend triste. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Le tribunal des Khmers rouges juge seulement les leaders. Et si je compare les Khmers à une famille, les leaders étaient comme les parents, parce que c'est eux qui commandaient.
Ce n'était pas nous, les petites mains, qui ont eu l'idée de faire ça. Si nous, les petits, n'avions pas respecté l'ordre de Pol Pot, il y aurait eu encore beaucoup plus de morts. À 2 pas de chez lui, un mémorial en souvenir des victimes vient d'être érigé. Les écoliers viennent s'y promener pour qu'au Cambodge, le souvenir et la réconciliation existent ailleurs que dans les émissions de télévision. Il y a 3 ans, c'était encore un immense lac au cœur de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Tout autour, des maisons sur pilotis. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'eau. Le lac a été vidé et rebouché avec du sable. Ma maison et toutes les autres étaient entourées d'eau. Il y avait au moins 2 mètres de profondeur ici. Les gens passaient leur temps à pêcher avec des filets ou en bateau. En 2007, un immense chantier a été lancé sur le site. 133 hectares rasés, le projet des hôtels et des centres commerciaux, des tours, plutôt que des villages de pêcheurs. 6% de croissance économique au Cambodge, les pauvres doivent laisser la place aux nouveaux riches. En septembre dernier, pour la première fois, les habitants se révoltent. Depuis le début des travaux, 20 000 personnes ont été expulsées. Les autorités leur proposent de les reloger à 20 km de la capitale ou bien une indemnité de 6 000 € pour devenir SDF. Lorsque les pelleteuses arrivent, les habitants n'ont que quelques heures pour faire leurs valises. Ce jour-là, ils accueillent la police à coups de pierre. Un habitant du lac et militant d'opposition est matraqué et sérieusement blessé. 3 mois plus tard, nous le retrouvons sur le chantier, peu de temps après sa sortie de l'hôpital. La résistance des habitants n'a pas freiné les travaux. Ma main est blessée parce que je l'ai utilisée pour protéger ma tête quand il me frappait. Si je n'avais pas mis ma main, je serais mort. Ce lac est devenu un lac de sable, un lac de tristesse, un lac de sang, un lac de larmes. C'est la face sombre de la croissance cambodgienne. Phnom Penh est en travaux. Partout, les immeubles poussent. Il faut loger les nouvelles classes moyennes et supérieures qui s'enrichissent en même temps que le pays. Les entreprises de construction vantent un nouveau mode de vie où les populations les plus pauvres n'ont plus leur place. Bienvenue dans la grande ville internationale de Phnom Penh. Aujourd'hui, la société Siputra est fière de vous présenter la nouvelle manière de vivre au Cambodge sur le modèle occidental. Mais chaque nouveau chantier fait ses victimes. En 10 ans, 100 000 personnes ont été expulsées à Phnom Penh, comme ici, dans ce quartier de la capitale. Les autorités ont rasé toutes les maisons et ont promis en échange de reloger les habitants dans les nouveaux immeubles. Mais 500 d'entre eux restent sur le carreau. Alors ils campent devant les bâtiments neufs et accusent les promoteurs de les avoir escroqués. Ils veulent qu'on s'en aille et nous reloger très loin de la ville. Mais nous, on refuse. Regardez, c'est le document qui prouve que je suis une vraie résidente d'ici, propriétaire. Il y a trop de corruption dans ce projet. Il n'y a que ceux qui ont versé des pots de vin qui ont eu un appartement. Nous, on n'a pas payé, on n'a pas d'appartement. Une corruption qui serait quasi systématique sur les chantiers cambodgiens. Pas seulement pour avoir droit à un appartement, mais aussi pour obtenir des marchés. Depuis plusieurs années, cette ONG dénonce la connivence entre les sociétés immobilières et le monde politique. Les gens au pouvoir, les riches, ils s'emparent des terres des plus pauvres en utilisant comme paravent le mot « développement ». Par exemple, le lac Bangkak. Quand ils ont voulu louer ce terrain à une entreprise privée, il n'y a pas eu d'appel d'offres, aucune transparence. Et ils l'ont attribué à un membre du Sénat. Mais vous avez des preuves de corruption ? Oui. Enfin, on ne voit pas concrètement le paiement, mais les terrains sont toujours attribués à des proches du gouvernement.
Pas de preuves, mais de lourds soupçons au point que la Banque mondiale, fait rarissime, a suspendu tous les financements de ses programmes d'assistance pour dénoncer la corruption dans le pays. L'homme soupçonné d'être au cœur du scandale s'appelle Lau Meng-kin, le sénateur à qui le terrain du lac a été attribué. Il est proche du Premier ministre et comme beaucoup d'hommes politiques, il dirige en parallèle plusieurs sociétés immobilières. Les opposants au projet l'accusent d'avoir obtenu le marché grâce à ses relations. Il habite dans ce palace de la capitale et a refusé de nous répondre. Alors, nous sommes allés voir un autre homme qui prospère grâce à la politique du gouvernement. Il est promoteur et pour lui, la corruption, ce n'est qu'un détail. De la corruption, il y en a partout dans le monde. Avant, on avait l'habitude d'utiliser 20% des sommes pour corrompre les gens. Et le gouvernement essaye de réduire cette corruption pour atteindre 0. Enfin, pas 0, mais 1 ou 2%. Mais il y a aussi des habitants qui ne sont pas contents, qui protestent contre la destruction de leur maison. Qu'est-ce que vous répondez? Si vous voulez construire une route, il faut couper des arbres, sinon vous ne construisez pas une belle route. Ceux qui utilisent la route sont contents, il n'y a que les arbres, quand on les coupe, qui sont tristes. Rien ne doit arrêter la route du développement. Seuls quelques habitants résistent encore. Retour sur les rives de l'ancien lac. Tebvani, 31 ans, mène l'opposition face au grand projet immobilier. La presse locale l'a surnommé le criquet de fer parce qu'avec son association de mères de famille, elle fait beaucoup de bruit. On est soudés, on veut rester vivre ici. Parce que le développement, pour tous ceux qui ont accepté les compensations, ça veut dire vivre dans des conditions bien pires. Grâce à son action, le gouvernement a cédé sur un point. Il a accordé 12 hectares de terrain aux derniers habitants du lac. Mais les militantes ne sont pas dupes. Plusieurs parcelles ont déjà été rachetées par le promoteur du projet immobilier, le sénateur proche du pouvoir. Alors elles font le tour des propriétés pour recenser les habitants, des documents qu'elles pourraient présenter au tribunal en cas d'expulsion forcée. Bonjour, on vous dérange? On peut entrer? Combien de personnes vivent ici? On est 5. Maison 209. On recense les propriétaires pour s'opposer aux sénateurs qui dirigent le projet ou à d'autres qui ne sont pas résidents ici. Ils tentent d'obtenir des droits sur nos terres. Leur message, surtout ne vendez pas vos maisons, refusez de partir. Elles en ont fait une chanson, diffusée partout dans le quartier. Une opposition qui paraît bien maigre face aux intérêts des promoteurs. La construction des immeubles va bientôt commencer. Et une autre menace se profile. Le lac servait de réservoir à la ville. Plusieurs ONG redoutent de graves inondations lors de la prochaine saison des pluies. Pas suffisant pour arrêter les travaux, ici comme partout à Phnom Penh, le développement économique se fera à tout prix.